Aujourd'hui, on est encore après le sport. C'est bientôt l'automne, c'est bientôt l'hiver. Pour plein de raisons, et parce que c'est maintenant, on va parler de Zola et d'un roman très à part dans les Rougons. Alors, je ne suis absolument pas une spécialiste de Zola, même si je suis 19e. D'ailleurs, ma spécialité, c'est quand même plutôt les textes théoriques que les textes romanesques, et je vais le dire tout de suite, j'aime pas beaucoup Zola. Alors, j'aime pas beaucoup, mais c'est plus compliqué. Parce que j'en ai pas lu depuis quand même très très longtemps, à part celui dont je vais parler, mais on va un peu teaser. C'est des choses que je lisais plutôt au collège. Balzac, Zola. J'en ai peu relu depuis, de temps en temps, souvent des cours. Et un peu comme ça vient. Bon, après, j'avais pas non plus lu beaucoup de George Sand. Bah, par contre, j'ai lu Consuelo. Est-ce que j'ai été jusqu'à la comtesse de Rudolstadt? Je sais plus. Enfin, des. Mais Sand, je m'éclate, hein. C'est marrant parce que c'est vraiment des romans que j'aime lire. Alors là, ce que je vais dire, ça va pas être aussi simple que ça que j'aime lire. Mais en tout cas, que quand je les lis bien. Et souvent assez vite. Alors, le roman en question, c'est Le rêve donc de Zola, qui appartient bien aussi que des Rougon Macquart. Alors, je vais pas le représenter, mais on se rappelle que le projet des naturalistes de Zola, il repose sur l'idée d'une littérature expérimentale, alors dont il sait lui-même qu'elle est un peu... alors, je vais pas dire qu'elle est un peu bidon, ça c'est un peu exagéré, mais il n'y croit pas à 100%. En tout cas, il ne le concrétise pas exactement, c'est-à-dire entre ce qu'il annonce et entre ce qu'il fait, il y a des hiatus. Bon, ça, je le laisse aux spécialistes de Zola. Zola, ce n'est pas que les Rougons, ce sont aussi des romans donc, sur des villes, puis il y en a d'autres un peu à la Michelet, j'oublie les titres, mais c'est aussi un théâtre que je connais absolument pas. Voilà, bon, moi je connais quand même surtout les Rougon-Macquart, et je les connais de loin ou d'il y a longtemps. J'avais quand même relu La Bête humaine, là, il y a 2 ans, des trucs comme ça, enfin. Mais j'y viens pas beaucoup, et à chaque fois avec ce truc de je le lis bien, mais je ne le lis pas qu'avec du plaisir, et parfois avec une certaine distance. Bon, Le Rêve, je l'ai lu là pour le boulot parce que j'avais une expertise à faire, mais alors ça vraiment, j'en parle pas sur la question de ce qui est une expertise, etc. Et je vous donnerai jamais aucun détail là sur ce que je fais scientifiquement parce que c'est important de cloisonner les choses quand même, hein. Euh, mais je vous renvoie à la vidéo sur les recensions qui explique ce qu'est une recension, mais aussi rapidement ce qu'est une expertise scientifique. Et en fait, par contre, je peux dire, voilà, c'est pas quand on est spécialiste de quelque chose, on n'est pas forcément spécialiste du roman ou du livre dont on parle, mais on va peut-être être plus spécialiste du champ ou de la méthode. Voilà, donc ça, c'est vraiment un petit rappel, mais il va absolument pas s'agir de cela. Donc, en tout cas, et ça, je l'ai fait, mais ça fait déjà quelques mois, donc je l'ai un peu moins en tête. Le rêve, oui, ça devait être au printemps ou à l'été dernier. À peu près. Je l'ai lu très vite, hein, je l'ai lu en un jour ou deux. Donc là, c'est l'édition Garnier-Flammarion à 4,90 €. Mais je vous rappelle que Zola, si j'y pense, je mettrai un lien Gallica. Mais bon, ben, Zola est mort. Donc, et il est mort depuis plus de 75 ans. Tout est disponible. Vous pouvez le lire en lisa sans aucun problème sur ordi. Alors, le rêve, ça va être un peu plus dur de le trouver que La Bête humaine, enfin que les plus grands classiques. Et encore, ça reste un classique des Rougons. Mais si vous n'avez pas déjà des œuvres complètes de Zola chez vous, il y en a plein, en fait, de plein d'éditions. Mais plein de gens ne les ont pas, hein. Euh, je veux dire, c'est un truc que ma mère en a. Moi, je n'en aurais pas, par exemple. Peut-être en Pléiade. Oh punaise, je voulais faire moins bourgeoise et c'est pire. Ouch, ouch, c'est raté. Bon, enfin, en tout cas, en électronique, c'est très facile. En occasion, c'est à peu près facile. Et voilà, là, donc on rappelle, je vous avais fait une vidéo avec mon père sur comment on achète des livres d'occasion. Enfin, j'avais fait un petit topo. Je crois que c'est plutôt à la fin de la vidéo, la deuxième qu'on a pu tourner ensemble. Mais Rakuten, alors chapitre.com c'est plutôt pour du neuf, je trouve. Rakuten est un peu cher. Je vais sur Recycle Livre, même si les prix ont augmenté. Mais Rakuten, on trouve des livres à 90 centimes. On va en trouver chez Amazon. Et, en fait, chez Amazon revendeur, hein, pas forcément les Amazon. Le problème de ce genre de truc, c'est les frais de port. Momox directement. Plein de bouquinistes vont donner des liens vers leur boutique directement. eBay, Le Bon Coin, Boîte à livres, Vide-grenier. Et
Vinted aussi, on va trouver des bouquins sur Vinted. Là, c'est ce qui me vient là comme ça très très vite. Donc, bon, moi je l'avais acheté neuf parce que je le voulais très vite et j'avoue, je sais pas, j'en ai eu envie. J'avais lu tout le dossier, donc là on est sur un. Alors, ouais, parce que par contre, le dossier, lui, il est pas soumis à un droit d'auteur, mais il y a bien un dossier dans celui-là. Oui, il y a un dossier. Oui, voilà, archive de l'œuvre, dossier préparatoire, jugement critique, le rêve, drame lyrique. Donc là, on va avoir ouais, quand même une bonne vingtaine de pages au moins, je pense. Et chronologie, préface, biblio au début, quoi. Donc c'est. Oui, voilà, et ça, c'est l'édition Colette Baker, maître assistant à l'Université de Paris-Sorbonne. Ça doit pas être récent. Et on est donc sur une édition de 75. Il les rentabilise, hein, chez GF. Parce que ça, c'est vendu donc à l'identique depuis 75. J'espère que la dame qui a fait cette édition a toujours un petit droit, parce que là, en fait, là, il va y avoir une partie droit d'auteur. Mais alors, sur les préfaces, c'est pas forcément du pourcentage. Ça peut être payé une seule fois. Ça, je sais pas trop comment ça se passe, surtout pour une édition comme ça d'un grand auteur. Si c'est d'un coup ou en plusieurs. Et sinon, ça se. Voilà, vous pouvez avoir des droits d'auteur. Mais là, globalement, je pense que GF, il ne paie pas grand-chose à grand monde. Et il n'y a pas que GF. Mais bon, moi, il se trouve que c'est les GF que j'ai eu sous la main. Parce que je le voulais très très vite. Donc on est dans les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Et on est donc sur le rêve. Alors ça permet de le rattacher au très vaste cycle des Rougon-Macquart. Je comprends rien aux embranchements. J'ai vraiment les très très grandes lignes. Alors j'ai adoré l'Assommoir, lui je l'ai lu plusieurs fois. Je sais pas ce que ça me ferait de le relire. Bon, la bête humaine m'a vraiment fait rigoler, quoi. Vraiment, la bête humaine est ratée. J'avais aimé Germinal et j'en ai gardé des souvenirs qui me font cringe, quoi. Enfin, je suis pas très bien. Notamment autour du personnage de Catherine. J'ai beaucoup aimé Le Bonheur des Dames. J'allais dire que j'aimais Jenny Grandet, mais ça c'est Balzac et c'est ridicule. Rigolez pas trop fort, je vous entends. C'est. Là, ce sont vraiment ceux qui me viennent le plus en tête. J'ai jamais lu La Terre, par exemple. Nana, j'ai adoré Nana. Ah ben tiens, Nana, je l'ai lu à la Greg. C'est là où j'en avais relu quelques-uns, donc de façon un peu plus récente. Bon, voilà, ça c'est vraiment ceux qui m'ont le plus marqué, donc c'est très. C'est très banal, quoi. Hein. C'est les mêmes que tout le monde, hein, les plus connus. Et à ce niveau-là. Voilà, donc ben, Nana relu. Tiens, mais je ferai peut-être pas une Nana. Voilà. Parce que là, j'ai quand même deux trois idées en tête. Pas de notes, hein, c'est de l'impro comme d'habitude. Mais on se rappelle donc que c'est ce très vaste cycle d'une famille pour montrer un l'atavisme, l'hérédité. Alors avec quelque chose qui est de l'ordre de l'hérédité des caractères acquis, qui au niveau des sciences naturelles a été battu en brèche et qui revient avec ce qu'on appelle l'épigénétique. Je vous laisse aller voir, mais avec ce qui est notamment de l'ordre de la transmission des traumas, non pas de manière, on va dire, psychologique ou psychanalytique, parce qu'il y a une psychanalyse familiale, bon, qui est aussi parfois largement polémique, mais, mais qui se porterait aussi à un niveau, donc au niveau de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quand en fait, c'est là où c'est pas exactement du Lamarck et de l'hérédité des caractères acquis. C'est pas, en fait, donc, voilà, au moment c'est un petit aparté, c'est pas de la littérature, mais on y va. Au moment de l'appariement des chromosomes, on va avoir un mélange entre gamètes masculines et gamètes féminines qui va donner un nouvel être qui va avoir un code génétique unique, sauf si un jumeau, mais en fait, on va avoir une division cellulaire au départ. S'il y a deux œufs, c'est pas le même génome, par exemple. Et d'ailleurs, je pense qu'en fait, s'il y a deux gamètes, deux spermatozoïdes, et que l'œuf se divise ensuite, mais là, je sais pas trop comment ça se passe au niveau de la gémellité, mais dans ce cas, ce n'est pas le même matériel génétique non plus. Bref. Et donc, bon, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que les gènes, c'est quelque chose qui va être activé ou non, soit bon, ben, au niveau du développement embryonnaire et dans la suite de la vie, notamment de la croissance, mais pas seulement de la croissance, mais aussi en fonction de l'environnement. C'est pour ça qu'on va dire qu'il y a des facteurs génétiques prédisposants qui vont vous pouvez avoir une sensibilité plus grande sur faire des cancers. Ça ne signifie pas que vous en aurez forcément un, mais dans un environnement qui
va abîmer vos cellules qui vont donc elles-mêmes ensuite muter, vous avez plus de chances d'avoir un cancer. C'est ce genre de choses. Et donc la conjonction des deux, bah, ça va plus facilement à une maladie. Mais c'est pas d'autre chose, hein. Voilà. L'épigénétique, ça va être en fait... Et donc en fait, déjà, il s'active ou se désactive en fonction de plein de choses. Et un peu comme des petits boutons, mais sauf qu'en fait, ça fait plein de petits boutons, donc ça fait plein de combinaisons, donc on sait pas ce... Même quand on connaît en fait tout le génome d'un individu, eh bien le développement dans l'absolu 1, à partir de ce génome, ne va pas donner les mêmes individus. Parce qu'en fait, ce qui fait que les jumeaux peuvent être aussi proches, et je parle des jumeaux monozygotes, c'est aussi qu'ils partagent très souvent le même environnement. Donc ce qui est très intéressant pour les scientifiques, c'est d'étudier des jumeaux qui ont été séparés à la naissance. Et si on peut éviter de faire ça, c'est mieux. Voilà. Et quand on tombe sur ce genre d'histoire, ça permet quand même, au moins des frères et sœurs, mais d'avoir des matériaux génétiques très proches, voire identiques, et donc mieux comprendre l'influence environnementale. Bon, l'épigénétique, c'est l'idée en fait que ça va affecter les choses qui vont aider les gènes à se déclencher ou non, et de la façon dont les gènes vont s'exprimer. Et c'est ça qui pourrait être transmissible. Donc, c'est pas des altérations au niveau du génome lui-même, mais la façon dont le génome bouge, et ça, eh bien, au niveau des grands traumas, c'est apparemment étudié, je sais pas ce que ça vaut scientifiquement, mais au niveau de ce qu'on appelle... alors ces grands traumas, au niveau donc de traumas générationnels, hein, pas familiaux, c'est étudié pour, par exemple, la Shoah, c'est étudié pour la traite triangulaire. Et donc, il y aurait une acquisition à ce niveau-là, et peut-être sur le fait de porter, peut-être, là, je pense qu'il y a quelque chose qui va se jouer dans les prochaines années, ou pas, mais qui est quelque chose qui peut être peut-être très important au niveau donc du génome sexué. Et que bah, peut-être que biologie serait destin, ou en tout cas épigénétique, je sais pas. Mais ça, c'est quelque chose que j'essaie de suivre un peu, c'est vachement compliqué. On revient à Zola. Donc Zola, lui, voilà, il y a ça, et donc c'est pour ça qu'il fait ce grand tableau, mais qui en même temps aussi, bah, bon, une réponse à Balzac, le grand œuvre, on y va, etc. Enfin, une nouvelle vision de la littérature. Mais qui aussi, on va pas se mentir, ça permet aussi de faire un très grand feuilleton. Bon, tout ça, ça doit être étudié, moi je suis pas du tout zolienne. En tout cas, dans tous ces Rougon-Macquart, et sur les deux branches, alors je sais pas, là si on a... Oui, on a l'arbre généalogique, c'est obligatoire. On peut pas ne pas l'avoir dans... Les dossiers préparatoires sont intéressants d'ailleurs. Tac, 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 je sais pas où est l'arbre généalogique là, des Rougons, mais... ce qui est intéressant, c'est de voir les liens entre eux, ce qui peut amener bon, bah, des croisements de personnages, des choses comme ça. Mais aussi, nous, on va suivre un fil en tant que lecteur, quand je dis nous, surtout les lecteurs fans, ce qui n'est donc pas mon cas, et voir comment ce fil, bon, qui va reposer sur une espèce de croyance biologique, hein, souvent chez Zola, sur l'atavisme, la transmission, mais comment ça va pouvoir se poursuivre. Non, je ne l'ai pas là, l'arbre. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas l'arbre. Et le rêve est un apax. Au sein des Rougon-Macquart, le rêve est à part. Et ça fait que j'étais quand même contente de le lire pour ces raisons-là. En me disant que j'allais peut-être lire du Zola qui en serait pas. C'est raté. C'est vraiment du Zola. Et c'est à part parce qu'Angélique est une enfant trouvée. Donc Angélique, c'est l'héroïne du rêve. Alors qu'est-ce qui se passe dans le rêve? C'est l'histoire d'une petite fille qui est retrouvée sur le porche d'une église. Alors c'est ce qui appartient au genre de ce qu'on appelle le conte bleu, mais on va probablement en revenir dessus, peut-être pas. Tac, tac, tac. Qui est retrouvée sur le porche d'une église par un couple d'artisans qui s'occupe d'elle et l'aide à grandir. Alors, on est où déjà? On est à Beaumont. Bah, c'est logique parce que Beaumont, hein, toute l'onomastique chez Zola, elle est quand même toujours transparente. Hein. Et la petite fille est retrouvée sur la porte romane de l'église Sainte-Agnès, si je me trompe pas. Alors elle a... Tac, tac, tac. Alors Agnès était une petite martyre de 13 ans. Donc,
et elle va constituer un genre de patronage pour la petite fille. Alors, je sais plus si elle est du côté Rougon ou du côté Macquart, Angélique. C'est ce que je cherche là dans la préface. Alors c'est plus ou moins dit, mais c'est encore plus clair quand on a le reste. Là, j'avoue que je n'ai plus le détail. Et elle va être élevée par un couple de brodeurs à l'ombre de la cathédrale de Beaumont. Et elle finira par vivre une idylle. Je vais divulgacher, hein, vous avez compris, c'est le principe. Euh, Mais comme c'est une enfant trouvée, elle est détachée et son histoire elle-même est détachée. Et l'ensemble est aussi détaché parce que le rêve, on va pouvoir l'entendre de pas mal de façons, mais le rêve, bon, c'est un genre de repos hein, pour Zola dans l'ensemble, c'est un changement de style, mais ce détachement, c'est aussi un genre de détachement spatial, parce qu'elle vit essentiellement cloîtrée chez ses parents, qui sont très vieux, qui n'avaient pas d'enfants, donc on a vraiment tout cet entourage qui ressemble à des contes, et à ce genre du conte bleu, hein, des contes populaires, et elle va elle-même être, et donc eux-mêmes ont un métier ancestral, puisqu'ils sont brodeurs, et notamment brodeurs d'or. Et elle va apprendre à être brodeuse, elle va devenir une très bonne brodeuse. Et donc elle est essentiellement dans ce jardin, qui est lui-même à l'ombre d'une cathédrale, qui est un bâtiment très ancien le plus souvent, même si on peut faire des cathédrales et certaines sont encore en construction. Mais là, on est sur une cathédrale romane presque gothique. Elle va voir le jardin, donc ça, boum, temporalité saisonnière, grandir, mais elle est en dehors du monde, et même elle est tellement en dehors du monde qu'elle est en dehors de son époque. On n'a pas l'impression de lire un roman du 19e siècle. Alors si, quand on connaît Zola, si, mais il y a quelque chose qui va vraiment comme ça s'envelopper d'une espèce de gaz, de vapeur, qui estompe tous ses contours naturalistes en fait. La faire vivre dans quelque chose qui n'est pas exactement le Moyen-Âge. Et il ne s'agit pas de jouer à faire le monde du Moyen-Âge comme dans Bouvard et Pécuchet. On va être dans un rapport qui est beaucoup plus frontal, pas d'imitation, mais très direct. En fait, ce que vit la petite Angélique, c'est la légende dorée. Qui est, donc ils ont un vieil exemplaire, un vieux manuscrit, la légende dorée, à domicile, qui sert de modèle pour les broderies. Et donc elle vit dans un univers qui est tout fait de sainteté, d'enluminure, de, et puis de piété. Voilà. Et tout cela est hors du temps. Et elle-même n'a pas conscience, c'est comme si elle n'avait pas conscience du temps, et en même temps elle grandit, et il va y avoir de nombreuses analogies entre sa propre croissance et celle des roses, bon, évidemment plus saisonnières, parce que les femmes elles grandissent pas comme ça tous les printemps pour redescendre après, ou faner tous les ans, mais voilà, cette comparaison est pas mal filée, notamment quand Angélique devient une très belle jeune fille, et il va y avoir un genre de prince qui va venir, ils vont tomber amoureux, mais on veut pas qu'ils se marient, ils vont finir par... elle va dépérir, et en fait elle vit une idylle très pure, qui va être un genre de martyr d'amour et de foi, et, j'annonce la fin, elle va mourir au moment où elle devrait se marier sur le porche de l'église. Et donc elle est à la fois comme mariée ou quasiment mariée en train d'atteindre son rêve, qui devient en fait quelque chose comme insupportable, invivable, de bonheur, de sainteté, et en même temps cela lui permet de mourir en vierge comme une martyre, et notamment Sainte Agnès. Voilà. Et ça c'est vraiment l'intrigue du rêve. Alors ça fait un effet qui est quand même très différent de Le Sommoir par exemple, ou de Nana, mais c'est un peu une anti-Nana, parce que un seul homme, impossible, et en fait ça n'est même pas consommé. Parce qu'on est dans un roman de la virginité. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser, Zola c'est quand même quelqu'un qui va énormément valoriser la fécondité, la fertilité féminine. Je pense à la scène où Catherine a ses règles pendant qu'elle fait l'amour avec Lantier dans la mine, pendant l'accident. Ça c'est une scène qui m'a vraiment beaucoup choquée, parce que moi j'ai dit que j'avais pas mes règles. Enfin, je veux dire, je n'ai pas mes règles, pas à ce moment-là. Je veux dire, je n'étais pas réglée à ce moment-là. Et en fait, ça a été très choquant à lire. De cette espèce de fantasme, d'écriture complètement fantasmée autour de la menstruation, parce qu'il y avait comme une fétichisation complète.
Alors, je me l'analysais pas, hein, moi j'ai vraiment senti un malaise, c'est pour ça que c'est une scène qui m'est vraiment restée. Tout en délire sur ça y est, les femmes, et en plus elle est doublement femme parce qu'elle fait l'amour, il y a des règles. Bon, ça c'est pur quoi. Quand je parle pas de mauvaise odeur là, hein, je veux dire, là je suis en train d'apposer un jugement moral à une scène de roman. Clairement. Euh, mais parce que voilà, c'est. Mais je sais pas, est-ce qu'on imaginerait quand même glorifier comme ça la première pollution nocturne d'un jeune homme? Enfin, est-ce qu'on s'en sentirait à l'aise quand même? Ou ce genre de choses. Et cette glorification, non, bon, qui correspond hein, à plein de sociétés, qui n'est pas le fait propre de Zola, mais cette glorification de la menstruation, elle est une glorification de la sexualisation d'êtres qui sont encore des jeunes filles, très concrètement. Parce que être femme, c'est ça dans beaucoup de civilisations, de peuples pendant un temps, mais enfin, je pense qu'aujourd'hui, au XXe siècle, voilà, ça c'est lent, au XXIe siècle, attends, non, 2022, hein, on est bien en 2022, glorifier ou voir les règles comme un passage un peu brutal à l'âge de femme, c'est permettre aussi de marier des petites filles, en fait, quoi, enfin, ou des très jeunes filles. Non, c'est un peu glauque, quoi. C'est un peu glauque, c'est une étape. C'est une étape qui est lourde. Symboliquement, il y a pas mal de niveaux. Mais on peut nous lâcher le slip. Voilà. Donc ça, il n'y a pas exactement... Donc Zola exalte énormément la fécondité, la fertilité, et il y a vraiment des pages là-dessus, qui, en même temps, bon, moi, me plaisent pas tellement, en vrai, parce qu'elles sont donc très, très essentialisantes. J'ai pu en parler à plusieurs reprises avec des copines, et pas mal ont apprécié ça, parce que c'est rare en littérature, et c'est vrai. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment très très gênant, quoi. Et mal fait. Pas parce que c'est des règles, mais parce que. Et pas juste parce que c'est un homme, pas tout jeune, qui exalte les règles des jeunes filles. Parce que quand on le voit comme ça devient vraiment glauque. Hein. Mais parce que. Ce qu'on met là-dedans, c'est un peu comme ce qu'on va mettre dans l'hymen, alors que l'hymen n'est pas réellement un symbole de virginité. On peut avoir des rapports sexuels et toujours son hymen. Et surtout, et le plus souvent, on n'a plus son hymen par faute de naissance. Et juste parce qu'on a vécu et que cette membrane, elle n'est pas la même chez toutes les femmes, elle va, et enfin surtout chez toutes les femmes cis, euh, et les personnes concernées, elle va éventuellement disparaître avec les activités, parfois le sport, etc., sans qu'il y ait forcément de corrélation avec les activités sexuelles. Voilà, c'est autre chose. C'est autre chose. Et là, la diversité, on va dire, physiologique fait que cette glorification, elle laisse pas mal de monde sur le bas-côté, quoi. Bon, idem pour les règles, d'ailleurs. Mais c'est même pas le fait que toutes les femmes n'aient pas leurs règles qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est l'exaltation et le fait de voir cela comme un symbole d'un être femme, uniquement en raison donc d'une nature. C'est très essentialisant, évidemment, mais qui en plus se situe à un âge précoce. Parce que le fait d'être pubère ne suffit pas à être une personne finie. Bon. Cela fait que, en fait, chez Zola, la stérilité est très négativement connotée dans son axiologisation, dans l'ensemble du système de valeurs qu'il met en place dans ses textes. Ce n'est pas le cas avec Angélique, parce qu'Angélique, elle, c'est une sainte. Alors, c'est une sainte vivante. En fait, elle est un peu l'incarnation de la métalepse, et d'une forme de sainteté laïque. Alors, la sainteté laïque au XIXe siècle, c'est beaucoup de choses qui sont très compliquées. Des gens ont écrit dessus, mais ici, elle va littéralement reproduire le parcours d'une vie de sainte. Et le reproduire d'autant plus fidèlement qu'elle est elle-même, qu'elle baigne elle-même dans cette atemporalité, dans ce jardin, qui n'est pas un jardin médiéval, mais médiévalisant. On n'est pas non plus dans le Moyen-Âgeux, c'est pas kitsch. C'est vraiment pas si on jouait à faire le moine du Moyen-Âge de Bouvard. C'est son mode d'être. Et son mode d'être, en fait, c'est la métalepse.
On n'a pas de doute comme quand on va lire Don Quichotte. Non, non, c'est juste qu'elle n'est pas de l'époque, ce qui peut aussi être une explication de son dépérissement et de son décès. Elle vit pas à la bonne époque et elle vit plus que seulement une vie de sainte, elle vit dans la légende dorée. Et le fait que ce soit une brodeuse d'or qui produise elle-même des images va appartenir quand même à cette construction, j'allais dire christique, mais de, de, de sainte. Voilà. Il y a pas mal de... Bon, bah évidemment, elle s'appelle Angélique. Là encore, l'onomastique est très clair. Et c'est pas l'Angélique façon Angélique Marquise des Anges. Hein. Non, non. Ça, c'est une vraie Angélique, vraiment Angélique. On a le côté coquin, il n'y a pas... Alors bon, on est chez Zola, il y a quand même la pulsion. Oui, c'est très... Oui, En fait, c'est peut-être ça. C'est peut-être ce focus sur les pulsions qui habitent les jeunes filles. Qui me met mal à l'aise, en fait. Mais tellement mal à l'aise quand je lis Zola. Et il y en a beaucoup, en fait. Il y en a vraiment pas mal. Et là, je n'ai pas de jugement du tout définitif ou pas. Je ne sais pas quoi en penser. Et ça serait pas mal d'aller un peu plus loin. Voilà. Alors, peut-être qu'il faut en lire un petit passage. Alors, peut-être pas quand on l'a trouvé. Parce que là, on va voir la maison ou quoi. Moi, j'aimerais bien un passage. Alors, Angélique n'est pas toujours très facile. Hein. Elle est aussi une jeune fille qui se met facilement en colère. Ah voilà, mais voilà, ça c'est très bien. Page 71, un peu de tisane. À 15 ans, Angélique fut ainsi une adorable fille. Certes. Ah bah ça c'est quand même intéressant, c'est juste avant, juste une phrase. Depuis quelques mois, surtout à des heures troubles, lorsque des chaleurs de sang lui battaient les tempes, Angélique l'évoquait, etc. Là c'est elle invoque je sais plus quelle sainte. À 15 ans, Angélique fut ainsi une adorable fille. Certes, ni la vie cloîtrée et travailleuse, ni l'ombre douce de la cathédrale, ni la légende aux belles saintes n'avaient fait d'elle un ange. Est-ce qu'on reste dans le naturalisme? Une créature d'absolue perfection. Toujours des fougues l'emportaient, des fautes se déclaraient par des échappées imprévues dans des coins d'âme qu'on avait négligé de murer. Mais elle se montrait si honteuse alors, elle aurait tant voulu être parfaite. Et elle était si humaine, si vivante, si ignorante, et pure au fond. En revenant d'une des grandes courses que les Hubert se permettaient 2 fois l'an, le lundi de la Pentecôte et le jour de l'Assomption, elle avait arraché un églantier, puis s'était amusée à le replanter dans les 3 jardins. Elle le taillait, l'arrosait. Il y repoussait plus droit. Il y donnait des églantines plus larges, d'une odeur fine. Ce qu'elle guettait avec sa passion habituelle, répugnant à le greffer pourtant, voulant voir si un miracle ne lui ferait pas porter des roses. Elle dansait alentour, elle répétait d'un air ravi « C'est moi, c'est moi ». Et, si on la plaisantait sur son rosier de grand chemin, elle en riait elle-même, un peu pâle, des larmes au bord des paupières. Ses yeux couleur de violette s'étaient encore adoucis. Sa bouche s'entr'ouvrait, découvrait les petites dents blanches dans l'ovale allongé du visage que les cheveux blonds, d'une légèreté de lumière, nimbaient d'or. Elle avait grandi sans devenir fluette, le cou et les épaules toujours d'une grâce fière, la gorge ronde, la taille souple, et, gaie et saine, une beauté rare, d'un charme infini où florissait la chair innocente et l'âme chaste. Voilà, et juste après, donc, ils vont l'adopter. Et ils vont retrouver un peu la... Voilà, on va avoir les démarches d'adoption. Avec toute cette surprise, ça c'est aussi du Zola, qu'Angélique
donc à ses coins d'âme mal lavés, mal murés, c'est pire encore. Et qu'elle va rester finalement une fille de sa famille. Et en fait, on ne sait pas toujours si elle est une fille de sa famille ou une fille, une humaine. Quelque chose, et surtout une femme peut-être, qui, qui porte un genre de faute en elle, qui chez Zola se dit pas en termes de péché, qui va se dire en termes de ses chaleurs de sang, de ce qu'on appellera plus tard des pulsions. Et elle est une brodeuse hors pair, excellente. Et cela sans dessin, mais parce que quelque chose est pas magique, mais enfin de l'ordre d'un immense talent chez elle. Et elle va broder essentiellement donc de l'or aussi, les enluminures, les cintres, etc. Alors, qu'est-ce qui m'a plu et déplu? Ça marche bien. Ça marche bien, on est en plein romanesque, et ça marche avec la temporalité. Le fait que l'héroïne ne soit pas parfaite permet aussi de s'y attacher, et qu'elle ait aussi ce fond d'âme si pur, et cette bonne volonté. Et il y a un côté bovaresque qui fonctionne aussi pas mal sur bon, la projection. Avec cette jeune fille, bon, le fait que ce soit pas très loin, elle aussi. Allez, ça, c'était moins sympa. Avec, ouais, j'ai beaucoup aimé les passages sur tout ce qui va être donc voilà, de la broderie, etc. Tout ça, ce sont des choses qui vont très bien marcher et en faire un patch liner vraiment très efficace. On tourne les pages, ça marche, ça se lit bien. C'est facile à lire, Zola. Enfin, c'est facile à lire. C'est beaucoup de vocabulaire, etc. Si on n'est vraiment pas lecteur, ça peut être dur, hein. Mais si on a l'habitude de lire, c'est beaucoup plus facile que beaucoup d'autres choses. Et il y a quelque chose de presque reposant dans la pureté effective. Alors là, je reprends la quatrième, hein, qui cite Zola. Je voudrais faire un livre qu'on n'attende pas de moi. Il faudrait pour première condition qu'il pût être mis entre toutes les mains, même les mains des jeunes filles. Donc pas de passion violente, rien qu'une idylle. Refaisons donc Paul et Virginie. Avec ce projet, donc, où finalement Zola lui-même est dans une autre métalepse, hein, avec une autre référence que celle bon, bah, de la légende. Mais bon, voilà, avec cette espèce d'écart, et là, le passage donc, sur l'églantier est important. Donc, bon, mais la couronne d'églantine, c'est une couronne symbole de virginité, bien sûr. C'est pour ça qu'on a une telle identification entre la jeune fille et l'églantier, l'attente d'un miracle qui arrivera, j'ai tout spoilé. Mais ça, c'est cousu de fil blanc, pardon, c'est cousu de fil d'or. Et elle va. Voilà, elle a une. Elle a tout de la jeune première en étant plus attachante, grâce à cette bonne volonté. Tout ça, ça marche assez bien. J'en parlais avec mon ami Thomas que vous avez vu en vidéo et qui me disait que c'est un peu que c'est un roman pré-raphaélite. Je suis assez d'accord avec ça. On a vraiment quelque chose qui est pré-raphaélite dans une très William Morris et c'est vrai que ça marche assez bien. Et qui pour le coup est très étonnant chez Zola, mais c'était aussi le but d'étonner et d'être sur autre chose. Alors après, voilà, ça va bien marcher, ce qui les imperfections ou les traces d'humanité d'Angélique, bon bah ça va être finalement cet atavisme, ces pulsions qu'elle a encore, ces énervements, etc. Ok, alors ok, bah voilà, j'ai quand même été agacée en le lisant, le passage que j'ai lu le dit assez, bon il y a ces recoins d'âme qu'on n'a pas encore murés. En fait j'avais un peu l'impression de lire le passage sur Sophie dans l'Émile de Rousseau. Ou, et ça j'en parlais en abordant le livre La nature à l'ordre du jour de Colette Capitan, Rousseau qui ne croit en fait pas du tout à la nature, puisqu'il explique comment il faut dresser Sophie et les femmes à correspondre à ce qui doit être leur véritable nature, qui n'est pas du tout une nature qui leur correspond à elles, ça c'est pas tellement dit, qui est la nature qui correspond à leur fonction. En fait c'est la nature qui permet de bien les exploiter. Traduit en termes plus
féministe matérialiste. Et il y a quelque chose là-dedans, dans le personnage d'Angélique, qui est de l'ordre de cette exploitation. Alors, elle travaille avec ses parents adoptifs. Euh, J'y vois pas une exploitation absolue. Enfin, je veux dire, c'est la base, en fait, au XIXe siècle, que la cellule de travail, surtout sur des métiers encore anciens, soit la cellule familiale. Ça, en fait, c'est vraiment, ça fait partie de ces éléments qui viennent d'un ancien temps, d'autant plus avec les filles, mais ça dure très longtemps pour les filles. En fait, quand on dit que les filles ne travaillent pas, c'est pas qu'elles ne travaillent pas, c'est qu'elles travaillaient à domicile pour d'autres. Puisque c'était pas payé. Après, si vous dites que c'est bon pour le capitalisme de payer les femmes, je vous jure que le capitalisme, il préfère payer personne. Hein. Par contre, c'est mieux pour les femmes d'être payées. Ça, c'est sûr. Même si ça résout pas tout, c'est quand même vachement mieux. C'est Beauvoir qui disait que la liberté d'une femme se mesure à l'épaisseur de son portefeuille. Ça marche aussi pour les hommes, mais ça marche bien pour les femmes. Donc il y a le... Voilà, alors il y a une exploitation, on va dire, là, sur un modèle archaïque. Et en fait, Angélique, c'est une espèce de figure de Pietà. C'est une madone. Alors c'est une madone sans l'enfant. Puisque ça reste une jeune fille, ça c'est absolument pas remis en question. Mais il faut la voir comme, en fait, comme un Don Quichotte. C'est une figure pieuse qui doit vivre et qui peut pas. C'est-à-dire, quand j'ai une figure pieuse, c'est une image de piété. Façon image d'Épinal. Et tout le travail esthétique de Zola s'efforce de mettre en place cette image d'Épinal. Et pour le coup, j'ai vraiment reconnu Zola, parce que Zola, c'est quelqu'un qui fonctionne vraiment par archétype. Alors, avec une croyance en des archétypes un peu primitifs, parce que c'est aussi un feuilleton. Et une littérature feuilletonesque, hein, donc c'est une littérature à type, même si elle est moins typifiée que d'autres, et elle a donné des types, ça a permis d'inventer des types. Mais il y a quelque chose qui va, en tout cas dans le personnage d'Angélique, non pas être plat, mais dont la seule profondeur réside dans cette inadéquation entre le fait d'être une image et de vivre. Alors, et qui peut être, et ça serait très 19e, ramené à l'hystérie de conversion, et il y a ces soupçons hein, dans le texte, comme on le voit avec ce qui s'appelle la psychopathologie des saintes. Ça, c'est étudié par Alfred Maury, c'est aussi étudié par Renan ensuite. Enfin, Renan qui s'intéresse beaucoup aux travaux d'Alfred Maury, mais sur les explications en fait, psychologiques de la sainteté, notamment des stigmates, on va saigner, des stigmates qui apparaissent seuls, les blessures au poignet, etc. Et qui ne sont pas ramenés à de l'automutilation, mais qui vont être ramenés à des phénomènes de force psychique très très spécifiques et déjà modelés en fait par la foi et les images de la foi. En gros. Il y a quelque chose de ça qui est possible chez Angélique, qui en même temps n'est pas primordial, qui va pas être au premier plan, mais qui, moi, me retient comme tout Zola, c'est que les personnages, et en particulier les personnages féminins, sont toujours, en fait, des images... alors, sont très souvent des images vivantes qui vivent, ça c'est vraiment le cas de Nana. Sauf que c'est l'image inverse. Angélique est l'envers de Nana. Mais en même temps, et donc ils peuvent pas vivre pour elles-mêmes. Alors Nana essaie de vivre pour elle-même. Angélique, elle est vraiment d'autre chose. Mais dans ces constructions féminines, j'arrive pas à y voir des personnages en fait. Comme je le vois pour les hommes, ou peu. C'est vraiment exacerbé donc pour ces deux femmes-là. Mais j'y vois quand même un certain genre de fantasme. Alors ce qui m'a amené sur cette piste, c'est aussi un livre qui put être mis entre toutes les mains, même les mains des jeunes filles. Alors là, je pense qu'elles ne sauraient pas tout décoder, mais quand même. Ça dépend les jeunes filles, ou alors à quoi arrivent les jeunes filles. Peut-être qu'elles savent. Parce que les jeunes filles vont sur Pornhub. Enfin, pas au 19e siècle, ça c'est certain. Mais en tout cas, c'est le même désir qu'a pu avoir Renan de créer un missel qu'il imaginait dans des mains de jeunes filles hantées. Bon. On imagine son livre dans des mains de jeunes filles.
je pense quand même que ces images sont assez parlantes pour Zola comme pour Renan, de faire quelque chose qui irait dans les mains des jeunes filles et qui serait quand même toujours pur, mais tout en contenant un double fond qui peut contenir un certain degré de perversité, ou en tout cas, sans... cette perversité, c'est à poser un jugement moral qui est très discutable, mais qui, en tout cas, n'arbore pas la pureté. Enfin, ou qui ne contient pas la pureté affichée, notamment parce que Angélique n'y arrive pas. Et c'est là où, voilà, et cette pureté, elle est très très bien montrée par Zola, comme ce curé emmuré, ou ce qui emmure progressivement l'âme d'Angélique, âme qui s'échappe encore par-ci par-là. Donc, et là, on est sur quelque chose qui dit le dressage des jeunes filles, leur éducation qui va les enfermer. Donc c'est très ambivalent. Alors là, je m'appuie notamment sur le passage en radio d'Alexandre Frondizi, et qui est un ami que je salue, même s'il ne regarde pas mes vidéos, Alexandre. Et de Olivier Lombroso, que je ne connais pas, donc c'était sur Zola et la ville. Et Alexandre posait la question de, en fait, voilà, quelle étude des personnages féminins de Zola? J'en sais rien, parce que c'est pas mes questions, mais il disait, lui, il parlait d'idéotype, et moi, je suis plus dans l'archétype, mais la façon dont les archétypes sont modelés correspond très concrètement à des stéréotypes sexistes, les différents types de femmes. Et on va les classer du côté des mamans et des putains. Mais ça va correspondre également, finalement, ce modelage qui va laisser peu d'autre place aux femmes, il va souvent entraîner un certain martyre féminin, dont Angélique aussi est la victime. Et alors Angélique, elle est vraiment victime d'être lectrice de la légende dorée et d'être une femme. Très très concrètement. Bon, et puis après, il y a des détails ou des descendants de sa famille, etc. Mais y a vraiment ça qui peut être vu, et je suis d'accord avec Alexandre, comme une conscience très nette des souffrances que subissent plus particulièrement les femmes, les ouvriers en général, mais et les femmes encore plus que d'autres, et de violences spécifiques, mais qui en même temps me paraît déployer une forme de complaisance par rapport à la souffrance féminine qui est tellement décrite dans ses moindres détails, de comment Angélique va ressembler à un cadavre avant de mourir, et comment elle est encore plus belle quand elle est presque un cadavre, parce qu'elle devient céleste, et elle perd son enveloppe charnelle. Il y a quelque chose comme ça de... Et qui n'est pas que dans le personnage d'Angélique, mais j'ai trouvé que ce livre, le rêve, porte cette complaisance, qui fait que on se rappelle que la bonne héroïne romantique est une héroïne morte. La mode, c'est d'être tuberculeuse, c'est-à-dire d'être très pâle. Bon, les joues très, les lèvres très rouges, ça... Voilà, mais d'avoir quelque chose qui va finir par ressembler au cadavre, et si possible, la violette. Et c'est pas la bonne santé, quoi, les modèles féminins du 19e. Hein. Les femmes en bonne santé, globalement, c'est les paysannes rustres. Hein. C'est pas les gravures de mode qui sont en bonne santé. Quand on... Et, et là... et je veux pas débattre de est-ce que c'était confortable ou pas de porter un corset. Franchement, pour porter régulièrement ou avoir porté régulièrement des robes 19e, c'est pas confortable. C'est pas invivable, mais c'est pas confortable. C'est pas vrai. Des robes à balai. Et c'est... ou les vestes, etc. Enfin, non, c'est pas fait pour être confortable, c'est fait pour être tenue très droite et très guindée. Un corset, quoi. Ma grand-mère en portait encore des corsets. Jusqu'à sa mort. C'est plus que des gaines, quoi. Mais il y a ce truc comme ça de... Oui, cette complaisance absolument morbide qui est très sexualisante de la souffrance des femmes et dans laquelle je n'arrive pas à ne pas voir du sadisme. Je parle pas de la vie de Zola, là. Je parle de l'écriture qui apprend à trouver désirables, sexy, des femmes mourantes ou qui ont l'air d'être mourantes.
si on prend le rouge et le noir, avec tous les défauts que contient le rouge et le noir, Mathilde, comme Madame de Rênal, sont des femmes en pleine santé. Ça fait du bien. Elles ont plein d'autres défauts, mais au moins elles sont en pleine santé. Là, non. Non, non. Alors, ça veut pas dire que toutes les femmes à l'agonie, etc., du 19e siècle sont des femmes sexy. Mais on le retrouve aussi chez Zola, quoi. On retrouve et cette complaisance. Donc, et puis voilà, c'était dans Germinal sur le corps maigre et malnutri de Catherine. C'est pas seulement une complaisance pour montrer la misère, et il y a toujours cette question de jusqu'à quel point on va la montrer et de comment on va la montrer, mais c'est une complaisance qui est aussi sexualisante. Ça ne touche pas que les femmes, ce genre de choses. On a la possibilité, la glorification du corps ouvrier, le forgeron de Rimbaud. Peut faire. Alors, et c'est une glorification qui n'est pas une sexualisation encore dans ce cas-là. Mais on peut avoir des glorifications sexualisantes d'hommes, mais ça ne passe que très rarement par le corps malade, le corps souffrant. Et le décompte des souffrances vécues, ça permet de les dénoncer. Mais il y a bien une espèce de forme de pornographie de l'horreur à ce niveau-là. De complaisance à l'écrire, de fascination à le lire. Et moi, je suis parfaitement mal à l'aise avec ça, vraiment. Et c'est quelque chose que je ne voyais pas. Mais maintenant que je le vois, je comprends mieux pourquoi Germinal m'a laissé ces très grands malaises, avec de très grandes impressions sur les mini-tout, il n'y a pas que ça. Mais j'ai l'impression que la dénonciation à bon dos, et pas bon dos, la dénonciation à bon dos, ici, là, quand il s'agit donc de dénoncer ce qui serait des souffrances faites aux femmes, et qui est, et vraiment c'est un truc que j'ai ressenti tout au long du livre, quelque chose qui va dénoncer une éducation coercitive, et qui dans le même temps ne la dénonce pas, et qui dans le même temps se repaît de ce que va ressentir, donc de l'ordre, ça c'est quelque chose de très vital, enfin, dans le sens vitaliste, organiciste, la façon dont les choses vont lutter entre de la vie et de la mort dans le personnage d'Angélique, en gros. Ça permet aussi d'être un peu anticlérical, puisque c'est une vie de sainte que ne peut pas mener Angélique, et qui en plus, qui pourrait être menée, mais qui ne peut pas être menée pour des raisons de classe, enfin donc il y a quelque chose un peu de l'ordre de la dénonciation, de l'injustice, de façon très stéréotypée, et c'est logique puisque ça appartient à un conte. Mais la complaisance sur les souffrances, elle m'interroge. Alors, parce que cette complaisance, elle peut servir à dénoncer, elle va servir à reluquer. Je pense qu'on reluque Angélique dans le rêve. Elle peut également permettre de tenir un genre de comptabilité, ce qui va se passer. Mais il y a... Est-ce que je peux trouver des passages? Je pense que je vais pas trouver, parce que là, je ne vais pas forcément le... Voilà, on va prendre un peu le... Voilà, donc là, c'est pas tout à fait la fin. Et puis, elle va se tuer aussi au travail. Et ça, c'est en poursuivant cette espèce d'espoir de sainteté. Alors, un moment où elle va pas bien.
Donc là, ils se disputent. Moi, je vais à chapitre 12, je sais pas ce que ça va être, mais comme ça, on va voir. Cette nuit-là, Angélique ne put dormir. Alors, elle vient d'apprendre que le garçon qu'elle aime va épouser quelqu'un d'autre. Une insomnie la tenait les paupières ardentes, dans l'extrême faiblesse où elle était. Et, comme les Hubert s'étaient couchés et que minuit allait sonner bientôt, elle préféra se relever, malgré l'effort immense, prise de la peur de mourir, si elle restait au lit davantage. Tout ce qui est dehors de la chaleur, hein, et aussi, parle de fièvre, mais aussi va aussi permettre de sexualiser. Elle étouffait, elle passa un peignoir, se traîna jusqu'à la fenêtre, qu'elle ouvrit toute grande. L'hiver était pluvieux d'une douceur humide, puis elle s'abandonna dans son fauteuil après avoir, devant elle, sur la petite table, relevé la mèche de la lampe, qu'on laissait allumer la nuit entière. Là, près du volume de la légende dorée, était le bouquet de roses trémières et d'hortensias, qu'elle copiait. Et, pour se reprendre à la vie, elle eut une fantaisie de travail, attira son métier, fit quelques points de ses mains égarées. La soie rouge d'une rose saignait entre ses doigts blancs. Il semblait que ce fût le sang de ses veines qui achevait de couler, goutte à goutte. On va avoir tout un truc où sa vitalité passe dans le tableau. C'est un motif assez courant. Mais elle, qui, depuis 2 heures, se retournait en vain dans ses draps brûlants, céda presque toute de suite au sommeil dès qu'elle fut assise. Sa tête se renversa, soutenue par le dossier, s'inclina un peu sur l'épaule droite, et, la soie étant demeurée entre ses mains immobiles, on aurait dit qu'elle travaillait encore. Très blanche, très calme, elle dormait sous la lampe, dans la chambre d'une paix et d'une blancheur de tombe. La lumière pâlissait le grand lit royal drapé de sa perse rose déteinte. Seul le coffre, l'armoire, les sièges de vieux chênes tranchés tachaient les murs de deuil. Des minutes s'écoulèrent, elle dormait, très calme et très blanche. Voilà. Donc là, on attend encore un peu. Tac tac, donc il y a Félicien qui arrive. Il s'est lancé dans la chambre lorsqu'il l'aperçut, affaissée ainsi au fond du fauteuil, pitoyable et si belle. Une douleur infinie, donc j'étais page 197, je suis passée page 198. Une douleur infinie lui serra le cœur. Il s'agenouilla, s'abîma dans une contemplation navrée. Elle n'était donc plus, le mal l'avait donc détruite, qu'elle lui semblait ne plus peser, s'être allongée là, ainsi qu'une plume que le vent allait reprendre. Dans son clair sommeil, sa souffrance se voyait, et sa résignation. Il ne la reconnaissait qu'à sa grâce de lys, les lancements de son col délicat sur ses épaules tombantes, sa face longue et transfigurée de vierge volant au ciel. Les cheveux n'étaient plus que de la lumière, l'âme de neige éclatait sous la soie transparente de la peau. Elle avait la beauté des saintes délivrées de leur corps. Il en était ébloui et désespéré dans un saisissement qui l'immobilisait les mains jointes. Elle ne se réveillait pas, il la regardait toujours. Un petit souffle des lèvres de Félicien dut passer sur le visage d'Angélique. Tout d'un coup, elle ouvrit les yeux très grands. Elle ne bougeait pas. Elle le regardait à son tour avec un sourire, comme dans un rêve. C'était lui, elle le reconnaissait, bien qu'il fût changé. Mais elle croyait sommeiller encore, car il lui arrivait de le voir ainsi en dormant, ce qui, au réveil, aggravait sa peine. Il avait tendu les mains, il parla, « Chère âme, je vous aime, etc. etc. » Alors, des remarques. Bon, évidemment, il s'agit aussi ici de montrer quelque chose de l'ordre de la sanctification de la jeune fille. Cette sanctification, elle passe donc par cette maladie qui est ramenée explicitement par son esthétique, mais donc au sort des vierges, au sort des saintes, pardon. Alors, bon, évidemment, tout ce qui va dehors des superlatifs va permettre d'atteindre un comble, une extrême, et quelque chose qui est toujours entre la douleur et l'extase. Je vous renvoie à la vision de Sainte Thérèse, la statue du Bernin. Elle semblait ne plus peser. Donc en fait, elle est tellement amaigrie qu'elle est littéralement décharnée. Mais cela va la rendre céleste et spirituelle, et non pas la faire ressembler à un cadavre. Parce qu'en plus, il faut mourir, mais il faut mourir gracieusement. Avant, on avait vu donc les veines, la blancheur de la peau, une blancheur qui est blancheur de tombe, etc. Le deuil, bon, c'est préparé, hein. Là, il s'agit d'avoir un grand moment, mais c'est aussi le moment où la beauté d'Angélique atteint un summum. Parce que justement, elle est sur le point de mourir.
C'est ça. Alors, là, je stoppe la littérature, hein, mais euh, ah, quand j'ai vu mon père sur ce qui était son lit de mort, je l'ai trouvé plus beau que je ne l'avais jamais trouvé. Bah ça, c'est aussi c'est le regard d'amour qui va transfigurer la mort à ce moment-là. Parce que je pense pas que c'était le moment où il a été le plus beau de sa vie, réellement. En revanche, il était réellement nimbé de douceur. Et ça, c'était lié à la proximité de son décès. Et pas seulement à mon amour et à mon regard. Mais là, c'est pas ça qui est décrit. C'est pas le regard de Félicien sur elle. C'est elle. Et c'est là, pour moi, qui est vraiment le décalage et que ça marche pas. Et que ça me met mal à l'aise. En fait, si Félicien l'avait vue telle qu'elle, ça avait été une focalisation interne, ça aurait été pour moi très très différent. Alors, et on a quand même un été donc plus, etc., du discours indirect libre, hein, qui ramène aux pensées du personnage. Et donc, elle n'est reconnue qu'à certains signes, la restriction va être importante, mais ces signes, ce sont des métonymies qui correspondent aux différents blasons de la poésie érotique. La grâce de Lys, et donc de Lys, comparaison florale. Le col, et on va dire le col et non pas le cou, donc on est en poésie là, on est au 16e, hein, au Moyen-Âge, mais on n'est pas dans la vie où les femmes elles ont des coups comme les hommes. Hein. Voilà, alors les lancements et donc les épaules tombantes parce que ça va être son corps, mais c'est aussi le fait d'être endormie et mourante. Et donc surtout la face longue et transfigurée, alors que normalement elle est censée avoir une figure, de vierge volante au ciel. Et ça, ce complément du nom, il est intéressant parce que c'est un complément du nom qui construit l'analogie et qui va permettre la typification. Elle est effectivement une vierge montant au ciel, mais elle est parce qu'elle est en train de mourir et qu'elle est vierge, puisqu'elle n'est pas mariée. Mais là, elle va aussi être ramenée à la sainteté par là. Et donc, elle n'est pas une femme. Et elle n'est pas juste vue comme une sainte par son entourage. Elle est faite sainte par le texte. C'est ça la typification. Ici, du côté de la sainteté, enchaîne pour Nana. Et ça, cette réduction métonymique à relique de sainte, sanctifiant, on va la voir avec les cheveux n'étaient plus que de la lumière. Donc en fait, elle est maigrie des cheveux, quoi. Si on est littéral. Évidemment, c'est beaucoup moins joli quand je le dis. La transfiguration, elle est esthétisante, elle fonctionne. Mais elle fonctionne parce que le personnage était déjà typifié. Et en fait, son décharnement, et symboliquement aussi, l'effacement des femmes derrière les personnages féminins. Et donc on a voilà, plus que de la lumière, lame de neige, sous la soie transparente de la peau, donc sa peau n'est pas de la peau. Alors, bien sûr que la soie, c'est une métaphore courante et typifiée, et banale, et stéréotypée, et qu'on va trouver beaucoup en poésie, parce que c'est quand même vachement mieux d'avoir de la peau comme de la soie que de la peau comme du spontex. Mais c'est pas un hasard, en fait, si on métaphorise le corps des femmes, et toujours par morceaux. C'est aussi une façon de le déréaliser, et de se l'approprier par la langue. C'est un acte de maîtrise, en fait, qui date pas de Zola, qui est reproduit encore, là. Et là, bien sûr, elle avait la beauté des saintes délivrées de leur corps. Alors, bon, on peut parler de la beauté du diable, donc il y a la beauté des saintes, pourquoi pas, ça fonctionnerait comme ça, en doublé. Mais on peut noter ici donc un complément du nom avec article. Ici, c'est un article défini, hein, c'est un 2 plus les, et ça serait même, en fait. On est très proche de ce qu'on appelle l'exophore mémorial de notoriété, que j'aime beaucoup. C'est quand je vous dis, tu sais, c'est un de ces types-là. Hein? Ouais, un de ceux qui se garent sur les passages, sur les arrêts de bus. Tu vois ce genre de type. Un, deux, c'est des saintes. Bon, ici, en fait, l'exophore, c'est qu'on va faire référence à quelque chose d'extérieur au texte, même si on a déjà parlé des saintes, et qui va être mémorial parce que on n'est pas en train de faire
référence à quelque chose qu'il a dans la situation d'énonciation. C'est pas comme si Zola dit oh ce lecteur dans cette situation d'énonciation là, et on n'est pas non plus dans ce qu'on appelle la cataphore qui va les procédés de cataphore et d'anaphore qui vont soit annoncer soit reprendre avec les démonstratifs. Ici c'est vraiment un défini qui fonctionne comme un démonstratif. Donc le défini c'est le lalé, donc c'est de les saintes, des saintes, et pas de des saintes. Ici c'est vraiment un défini, hein, ça c'est sûr. Et qui fonctionne vraiment ici comme le démonstratif de ces saintes que l'on sait être. Et donc c'est mémoriel parce qu'on a en mémoire, de notoriété parce que ça va être une connaissance commune, c'est notoire. Et on sait, quand on vient en tout cas, ou quand on connaît la civilisation judéo-chrétienne, surtout chrétienne en l'occurrence, ce que sont ces saintes délivrées de leur corps. Et en plus ça tombe bien parce que dans le roman on a fait que nous parler de ça, donc même si on savait pas, on a eu l'encyclopédie. Mais, ça c'est Zola, hein. Zola il y a toujours la mal les zooms. Je vous balance les notes, quoi, les notes de lecture. J'ai dit que je n'aimais pas Zola, pas beaucoup. Je trouve pas que ce soit fin, en fait, comme travail. Et il y a toujours ce travail de typification, donc là qui est ici extrêmement visible, puisque c'est le genre de ce texte, mais que je retrouve ailleurs, quoi. Et ça va permettre effectivement de créer des connivences, etc. Mais ça permet pas d'être novateur. C'est une écriture qui entérine le cliché. Et qui va l'entériner explicitement en faisant appel au cliché pour que l'on voit de quoi il s'agit. Et c'est pour ça aussi que c'est du feuilleton et que c'est romanesque, même si là c'est un conte et pas le feuilleton habituel, parce que c'est les ficelles. C'est toujours les ficelles qui vont et qui reviennent. C'est le gros fil doré de l'intrigue, si je puis dire. Et ça va revenir, etc. Et il est fort, donc ça marche quand même. Bon, moi je suis très très bon public pour les romances et pour plein de choses. Moins pour les films d'action, par exemple. Mais ça va, hein, ça va. Je suis bon public, j'aime bien les grosses ficelles. Mais quand même c'est lourd, quoi. Quand même c'est lourd, et peut-être que en fait le stéréotype il fait du mal, parce que le stéréotype, il ramène au cliché tout le temps, tout le temps. Et le truc c'est que j'allais dire quand on est une femme, je ne vais pas faire de mon expérience personnelle une vérité universelle. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup souffert et été très très en tension à beaucoup de moments avec cette idée d'être une image, un stéréotype, que je l'ai refusé, que je l'ai voulu, pas forcément le même, changer de stéréotype comme on change de look, etc. Mais c'est cette espèce d'imposition extérieure permanente de être une femme, c'est ça, tac, poum, poum, pam, et de plus savoir qu'en faire. Et je dis pas que ça arrive qu'aux femmes, mais vraiment les clichés pour les femmes, ils sont pas jojo les gars, quoi. Vraiment c'est pas fun. Et ça m'amuse pas. Et ça m'a pas amusé. Et c'est ça qui fait que Zola il me tombe aussi des mains. Ou en tout cas, s'il me tombe pas des mains parce que je lis bien. Mais c'est ça qui fait que je suis agacée et je retourne jamais spontanément vers Zola. Si on me dit pas vraiment faut lire celui-là pour telle ou telle occasion, etc., je n'y vais pas. Je n'y vais jamais, jamais à cause de ça. À cause des grosses ficelles. Donc stylistique, là, toute l'analogie. Les effets d'annonce chez eux là, on le sent, tout est symbolique, on le voit, elle est sur le porche, à l'église, c'est Sainte-Agnès, ça tombe bien, elle va se prendre pour Sainte-Agnès, poum poum, l'églantier, elle va faire des rondes autour de l'églantier, ça tombe bien, c'est une vierge qui va mourir vierge. Et puis elle voudrait qu'il y ait une rose, va y avoir une rose, boum, miracle, en même temps la rose c'est quoi? Et la rose, on le sait. Alors pardon, je suis désolée, je vais spoiler, mais on en a parlé avec Luz Labbé, non avec Luz Labbé. Où est-ce que j'ai parlé des roses? Je sais plus. Je pensais en parler complètement en seconde. Mais le dessin de la rose, c'est le dessin de la vulve. Et donc ça va être sexuel. Et ça fait tous les petits plis. Et c'est tout rose. Et en plus ça sent bon. Bon voilà, on est là, c'est ça. Les poètes quand ils disent que les jeunes filles sont des roses, c'est parce qu'ils parlent de leurs organes génitaux. Je parle des jeunes filles cis. Je sais pas, moi, on pourrait pas trouver que les jeunes filles, ça pourrait être des porte-clés. Enfin, je dis des choses un peu random, mais ça pourrait être très bien un porte-clés qui va chercher la porte à ouvrir et qui a du mal et qui, au bout d'un moment, va s'accrocher. Et, enfin, on peut imaginer, on peut inventer de nouveaux stéréotypes. Alors, bien sûr, c'est injuste. Je parle d'un livre du 19e siècle. Je sais même plus de quand il date celui-là dans la fameuse chronologie. Ça, c'est vraiment un truc qui m'agace dans les éditeurs. Ils donnent jamais la première édition. Mais c'est... voilà. Et donc,
Alice a répondu à l'émission à laquelle a participé Alexandre en disant que le féminisme était balbutiant au 19e siècle. C'est faux, c'était pas balbutiant. Zola, il savait que Saint-Simonian existait, il savait tout ça. Non, il a pas envie, ça le gonfle. Ça le gonfle d'inventer des personnages féminins qui correspondent pas à ces archétypes. Et en même temps, il est quand même rattrapé par son observation, c'est un vrai observateur. Mais dans le fond, il continue à écrire pour lui. Il n'arrive pas à se mettre à la place des femmes. Jamais. Et je ne vois pas tellement autre chose que ça. C'est ça qui me fatigue tellement. Alors donc le rêve, c'est donc le rêve d'Angélique, c'est le rêve de ses parents, donc ces rêves qui s'entrechoquent, c'est un peu le rêve de Félicien, son fiancé, à un moment, puis plus, puis à nouveau. Mais c'est aussi le rêve de l'écrivain, c'est le rêve du saint, et le rêve, ça peut être des prophéties au niveau dans la Bible, etc. Bon, donc on a tous ces jeux d'enchâssement, comme on va avoir une sainte qui dessine des saintes, elle devient elle-même la broderie, donc là on a un petit à côté Dorian Gray, peau de chagrin, ultra, enfin pas tellement peau de chagrin d'ailleurs, mais ultra lisible, mais avec ce transfert d'une vitalité à l'autre. Oh, putain, ils l'ont tous fait. Bon, ça marche bien. Zola, c'est quelqu'un qui ficelle bien, mais voilà, le fil de l'intrigue, c'est toujours de la ficelle. C'est ça que je veux dire de Zola. Et pour le coup, le traitement de ces personnages féminins, il n'est jamais fin. C'est Zola. C'est aussi plaisant à lire les stéréotypes. Hein. Mais j'avoue que des stéréotypes qui sont jamais heureux, qui sont toujours en train de mourir, et dont on va compter les stigmates, pour le coup, des fois, je préfère lire des romans où il n'y a que des mecs, quoi. Avec que des personnages masculins, et qu'il n'y ait pas tant de complaisance. C'est pas vrai que les femmes sont masochistes. Hein. Non, ça c'est juste du dressage. Quand la seule validation qu'elles peuvent recevoir, c'est celle de la souffrance qu'on leur inflige, elles finissent par aimer cette souffrance. C'est de la survie, ça. C'est pas autre chose. Et sur ce... Ah ben non. Sur ce, une des raisons pour lesquelles je voulais parler de ça, j'ai complètement oublié. C'est parce que moi-même, en ce moment, je fais de la broderie, mais j'essaie de pas trop me piquer les doigts. Alors, je vous la montre vite fait, puis après, on se dira à bientôt. Voilà, je prends des baskets. C'est ma deuxième paire. J'en ai déjà fait une, mais elles sont vieilles. Alors, je les montre plus. Hop, j'ai commencé par là, il faudra que je reprenne. Zoom est là. Et là, maintenant, j'invente en rajoutant de la couleur. On voit bien les gros plans. Je fais n'importe quoi. Et là, en ce moment, j'avance ici vraiment en couleur. Et avec moi-même, le fil doré, j'ai laissé la bobine là où elle est dans la chaussure. Elle est là-bas. Et ça n'a plus pour ça, en fait. Parce que j'aime la broderie, j'ai adoré toutes les scènes de travail dont j'ai pas parlé. Ça m'a plu parce que j'ai ce goût, ça se voit vraiment là, en fait, au niveau de mes dessins, des auréoles sur les enluminures. Et je vous dis à bientôt.